Bonsoir à tous, merci d'être venus nombreux ce soir pour un nouvel apérotalk. Notre invitée est Céline Lazorte, CEO Litchi et Monropé. Je vais la laisser se présenter, vous parler de son parcours entrepreneurial et de ses startups. Voilà, Céline, c'est à toi. Merci. Bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir pour m'écouter, vous raconter ma vie. Parce que la vie d'un entrepreneur et la vie de chef d'entreprise, elle est bien liée en général. Donc c'est plutôt une aventure qu'on vit qu'un job. Moi, j'ai commencé l'aventure entrepreneuriale il y a maintenant presque 7 ans. L'idée de Litchi, elle est née quand j'étais étudiante, j'étais en école et puis je voulais organiser le week-end d'entrée de ma promo. C'était la dernière année, dernier week-end avec une opportunité de faire la fête comme il faut. Et donc je suis partie auprès de mes camarades de promo récolter l'argent avec une petite enveloppe en papier pour qu'ils participent au week-end d'intégration. Donc ils étaient un petit peu plus nombreux que ce que vous êtes ce soir, une quarantaine. Et bien sûr, ce que tout le monde a dû déjà vivre une fois, c'était l'enfer pour collecter l'argent pour ce week-end entre ceux qui avaient leur carte bleue ou pire, un chéquier, et ceux qui évidemment n'avaient jamais de cash dans la poche. Et donc l'idée a fait son chemin et je me suis dit mais il y a forcément un service qui permet de collecter en ligne de l'argent à plusieurs et puis il n'y en avait pas. Et je me suis souvenue aussi que pour le cadeau d'anniversaire de mon petit frère, ma cousine, elle m'avait jamais remboursé, la traîtresse. Que pour l'enterrement de vie de jeune fille d'une de mes meilleures amies, ça avait été l'enfer parce que tout le monde habitait un peu partout, qu'il avait fallu que je réserve en avance l'appartement, les courses, et que donc encore une fois, j'avais dû tout avancer et que j'avais du mal à récupérer à chaque fois les sous parce que c'est chiant de devoir dire à ta pote oh, « tu me dois 30 €, allez ». Alors que bon, on n'est pas à 30 € près, mais 30 € x 10, ça commence à faire de l'argent. Donc l'idée, elle est née comme ça. Et puis au moment où j'ai été diplômée, je pense que ça a beaucoup joué dans mon parcours, c'était donc juin 2008, donc en pleine crise, et donc pas vraiment de poste à la sortie pour quelqu'un qui avait eu un parcours comme le mien. Donc je me suis dit, finalement, vu qu'il n'y a pas de job, autant essayer de lancer ce projet-là et cette idée-là. À ce moment-là, je ne savais pas vraiment que ce que j'allais être amenée à créer, c'était en fait une banque. Donc il y aurait besoin de beaucoup d'agréments réglementaires, beaucoup de fonds, beaucoup de technologie aussi, et puis des années et des années d'investissement de temps. Donc voilà, il valait mieux pas que je voie la montagne à gravir, puisque sinon je ne suis pas sûre que je l'aurais fait. L'histoire a commencé vraiment de façon assez simple. Donc après mes études, je passe l'été à bosser sur le projet. Donc j'étais en coloc avec mon ordi, je faisais des prêts, j'essayais de comprendre un peu comment je pouvais amener ce service qui n'existait nulle part ailleurs dans le monde. Et donc du coup, toute l'expérience client, elle était complètement inédite. Et c'était assez compliqué parce que quand on lance un site e-commerce, un site de crowdfunding, aujourd'hui on a quand même pas mal de templates, on voit ce qui marche pas. Là, j'en avais pas la moindre idée. Dans mon chemin, j'ai eu une chance, c'est que j'ai rencontré ce qui est aujourd'hui la BPI, donc à l'époque qui était Oseo, et ils m'avaient donné une subvention assez rapidement, je veux le dire, de 20 000 € qui m'avait permis, en fait, qu'ils appelaient ça une subvention d'aide à la faisabilité, donc pour essayer de comprendre si le projet pouvait être transformé en entreprise. Avec cet argent-là, donc j'ai un petit peu utilisé pendant l'été, j'ai fait un prototype, donc ce qu'on appelle un MVP, qui me permettrait de valider si oui ou non il y avait de l'intérêt pour ce projet-là. J'avais lu à ce moment-là que Steve Jobs racontait que finalement quand on parle à quelqu'un d'un service, d'une innovation, un client lambda, il est incapable de dire si oui ou non ou comment ce projet ou ce produit devrait être réalisé. Mais par contre, si on le confronte à un produit ou à un service, la personne utilisatrice est capable de dire si oui ou non ça répond à ses attentes, si elle comprend ou pas comment est structurée l'expérience ou le projet ou le produit, et que donc il faut réaliser pour pouvoir se confronter à ses clients ou à son auditoire.
Et donc j'ai lancé comme ça un petit MVP. Donc à l'époque, il n'y avait pas de paiement sur la première version alpha, on va dire, de Litchi. Vous pouvez rentrer, il y a de la place devant. Et donc j'ai fait ça avec un développeur pendant l'été. Donc moi j'avais fait toute la partie front et expérience utilisateur. Donc autant vous dire que c'était absolument horriblement moche puisque je suis pas designer. J'avais quelques notions de comment on se sert de Photoshop, mais au niveau UX ça restait quand même assez basique. Et puis j'avais un développeur qui s'était occupé de la partie back-end, mais toujours sans le paiement. Mais je mets ça en ligne en me disant je vais le mettre en version privée. Et puis je vais demander à tous les gens qui étaient à l'école avec moi de tester et de me dire si oui ou non ça répond à ce qu'ils s'imaginaient de la petite enveloppe mais transformée en ligne. Donc le terme le plus générique que j'avais trouvé à ce moment-là, c'était la cagnotte. Alors c'était un peu la cagnotte du loto, la cagnotte de la grand-mère, la cagnotte de mariage. Donc j'aimais bien ce mot-là. Voilà, donc l'histoire démarre comme ça. Je prends plein de retours de mes potes de promo qui me disent « Ah non, mais je comprends rien du tout à cette étape, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on me pose telle question-là, pourquoi on me demande de remplir mon adresse mail, j'ai pas encore envie, je ne suis pas assez engagée, il faut le faire peut-être plus tard, etc. » Donc là, je commence à présumer de l'ampleur du travail. Et puis, on va dire, une bonne étoile me tombe dessus et cette bonne étoile, un jour, m'envoie un mail et me dit « Ça m'intéresse ton truc, c'est quoi la valo, combien tu cherches ?» Donc, j'étais un peu surprise, d'autant que ce monsieur a un nom russe, puisqu'il s'appelle Oleg Tcheltsov. Donc, je me dis « Oh bordel, dans quoi je me suis foutue ?» Ça commence mal. Et surtout que moi à l'époque c'était juste un projet, une idée, j'en étais pas du tout à la phase de la création d'entreprise, alors encore moins à l'idée de lever des fonds. J'étais persuadée qu'avec les 20 000 € de la BPI c'est bon, j'avais tout ce qu'il fallait pour lancer le projet, j'étais bien naïve. Et donc bien sûr je ne réponds pas à ce russe qui avait un nom difficile à prononcer. Et puis il me relance en m'ajoutant sur Gtalk. Donc je me dis je vais lui répondre quand même, ça se fait. Et il me dit c'est vachement bien ton truc. Alors ça m'agaçait un peu qu'il dise ton truc d'ailleurs. Et tu veux pas combien tu cherches Et alors il n'arrêtait pas de me parler d'argent. Alors je disais mais moi je cherche pas d'argent. Et puis la levée de fonds, j'ai vu à l'école, c'est compliqué, c'est long, il faut parler avec des avocats. Il me dit mais non pas du tout, je fais ça tout le temps. Allez viens je t'appelle. Donc il m'appelle et on commence à discuter. Je me dis qui c'est? Et puis il me dit mais c'est ton pote Olivier de l'école qui m'a donné tes coordonnées et puis qui m'a montré ton truc. C'est Litchi. Et ça, je trouve ça vachement bien, c'est hyper malin. Et alors du coup sur Gtalk, j'ouvre une fenêtre à Olivier, je lui dis mais c'est qui Oleg? Il me dit Céline, t'es vraiment une poire. C'est le fondateur d'Amen et le CEO de Photolia. Ah bon, alors je regarde, Amen, effectivement, Photolia, je connaissais, je me dis, ah ouais, pas mal. Il me dit, il investit dans plein de boîtes, fonce, bref. Voilà, et donc, d'une rencontre un peu inattendue, finalement, se crée probablement la plus forte relation qui existe entre moi et un de mes actionnaires chez Litchi, puisque Oleg, je le considère comme mon associé. On a travaillé ensemble sur le parcours client, quels pourraient être les différents partenaires qui pourrait être présenté dans Litchi pour lancer le service, donc pour dépenser sa cagnotte, comment je pourrais faire connaître le site, à qui il fallait que j'en parle, comment séduire un journaliste. Enfin voilà, ça a été ce qu'on appelle aujourd'hui un mentor, puisqu'il faut voir qu'à l'époque, il n'y avait ni incubateur, ni accélérateur, ni espèce de coworking, ni mentoring, il n'y avait que les open coffee. Et donc voilà, l'histoire est à mon avis assez importante dans mon parcours parce que parfois d'une rencontre on peut amener à beaucoup de choses. Je sais que j'avais pas ultra bien négocié les conditions, sa condition d'entrée au capital parce que je me disais c'est comme finalement un associé, il va me permettre de grandir dans l'histoire. Et ça, c'est quelque chose, je pense, à retenir de mon expérience, c'est que les premières personnes qui vont investir dans vos projets, c'est des personnes clés, c'est des personnes qui doivent passer du temps, qui doivent transmettre des compétences, et ils ne sont pas là uniquement pour l'argent.
Et à la limite, le moment où il faut être le moins regardant sur la valorisation de son projet, alors je ne dis pas qu'il faut lâcher 50%, hein, bien sûr que non, mais là où il faut être le moins pinaillé, c'est probablement à ce moment-là, parce que ce que vous cherchez, c'est des gens qui sont une locomotive, qui vont vous accompagner. Parce qu'entreprendre, c'est une pérégrination, finalement, on est un peu comme un enfant qui apprend à marcher en courant, donc les étapes, elles sont parfois difficiles et c'est important d'avoir une personne qui soit clé comme ça et qui puisse vous accompagner. À l'heure actuelle, Oleg reste une des personnes les plus importantes qui gravitent autour de la boîte. Il est présent au conseil d'administration, donc il a vraiment un impact très fort. Une autre anecdote sur le deuxième investisseur qui est rentré dans la boîte, c'est Xavier Niel. Donc vous me direz que j'ai eu beaucoup de chance, et ça c'est certain, l'entrepreneuriat c'est aussi malheureusement beaucoup de chance. Donc je dis à Oleg, bon voilà, je cherche dans les 400 000 € pour démarrer le projet, parce qu'à force de lui dire que je n'avais pas besoin d'argent, j'avais fini quand même par ne pas me rendre compte qu'il allait avoir besoin d'un peu d'argent pour initier le projet. Et donc je lui dis, moi il y a quelqu'un que je rêverais de rencontrer, c'est Xavier Niel. Et à cette époque-là, il n'y avait pas encore Kima Ventures. Donc Niel investissait dans des projets à titre perso. Il avait notamment investi dans Deezer. Donc c'était vraiment pour moi l'entrepreneur par excellence et le chef d'entreprise par excellence. Donc voilà, avoir Niel à côté de soi, ça avait beaucoup d'importance pour moi. Et donc Oleg me dit, écoute, pourquoi pas, je le connais bien, prépare-moi un executive summary et puis je lui enverrai. Et donc là, je me dis, oh là là, les executive summary, c'est chiant quand même, il y a toujours la même chose, et puis il doit en recevoir 200 par jour, et puis moi, de toute manière, le marché dans lequel je vais être, qui est le marché de la cagnotte en ligne, il n'existe pas, puisque je vais le créer. Donc, comment être capable de, c'est quand même l'information principale d'un executive summary, de chiffrer un marché, à part dire les cadeaux communs ou l'échange informel d'argent, donc j'en avais aucune idée. Donc je me dis, je vais faire un screencast de Litchi, enregistrer ma voix par-dessus et raconter le produit. Et comme ça, ça pourra lui permettre de comprendre un peu quel est mon objectif et où est-ce que je veux en venir. Donc je fais une cagnotte avec un screencast et je raconte, c'est l'anniversaire d'Oleg, je t'invite à participer, tu payes avec ta carte bleue et puis on dépense la cagnotte chez Amazon, pour être assez basique. Tu veux pas t'asseoir ? C'est chiant d'être debout, non ? C'est toi qui le voulais. Oui, mais parce que moi, c'est plus facile. Assis-toi, hein, je t'oblige pas à rester debout. Moi, je suis très bien. Ah bon, ça va. Bon, voilà. Bref. Et donc, je fais mon screencast et je lui dis, tiens, envoie ça, c'est une vidéo d'1 minute d'une démo de Litchi. Je l'envoie et puis pendant 15 jours, pas de nouvelles. Donc là, je me dis, oh là là, mais quelle quiche je suis. Pourquoi j'ai pas fait comme tout le monde, un super executive summary avec un super... Ah, tu vois. Je finirai peut-être par m'asseoir aussi. Et donc je me dis, mais vraiment, pourquoi j'ai pas fait comme tout le monde ? Oh, quelle bêtise, il a dû trouver ça nul. En plus, effectivement, c'était fait un peu à l'arrache, etc. Et puis, je pars en week-end. Alors, je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'incubateur à l'époque. C'est pas vrai parce qu'il y avait quand même l'incubateur d'HEC, mais il n'y avait pas de locaux, il n'y avait pas grand-chose. Donc, c'était du coaching de temps en temps. Et je pars en week-end avec l'incubateur d'HEC dans le Jura. Quelle belle idée, parce que franchement, le Jura, c'est une région que je ne connaissais pas. Et c'est très intéressant parce que le bâtiment dans lequel HEC fait ces espèces de réunions d'élèves comme ça, c'est un truc où il n'y a pas Internet et le téléphone ne capte pas. Donc, c'est vraiment parfait pour se mettre au vert. Et on monte dans le train, donc il y a un TGV qui nous amène. Et au moment où les portes du train se ferment, mon téléphone portable sonne et j'entends « Ouais, c'est Céline, salut Céline, c'est Oleg, je suis avec Xavier. » Oh mon Dieu, là je me dis catastrophe, 3 heures de train devant moi, évidemment le téléphone ça ne capte pas dans le train, ma vie est foutue quoi. Et donc là j'essaye toutes les solutions pour sortir de ce putain de train. Alors je pense à sonner la truc d'alarme, à essayer de péter une vitre, enfin j'ai vu ça marche pas des masses quand même. Et donc, je suis effondrée dans ce train avec mon téléphone qui ne capte pas et Oleg au bout qui est là, bon alors, on peut parler de la boîte et la valo, Xavier, il veut investir, l'enfer quoi. Et donc, seule option possible, les SMS, parce que de temps en temps, ça captait et ça passait. Donc, me voilà-t-il pas en train de négocier l'entrée de Xavier Niel au capital de la boîte par texto. Véridique, hein, j'ai 15 textos, incroyable.
Et alors Oleg, donc c'était Oleg qui faisait l'intermédiaire, ils étaient tous les deux. Il me disait ah, quand même, elle est élevée ta valo, parce que bon, à force j'avais compris qu'il fallait leur vendre le truc. Et je lui disais oui, mais quand même, c'est une super idée. Et puis j'ai prouvé ça, j'ai prouvé ça. Il dit ah bon, on fait tant. Alors je dis là non. Et puis on finit par négocier. 15-20 textos, réponse, c'est ok pour Xavier aussi, on se rappelle la semaine prochaine. Donc là, je vous laisse passer les hurlements que j'ai poussés dans le train. Ce qui a définitivement confirmé à tout le monde que j'étais folle furieuse, mais c'était pas grave, j'étais hyper contente. Et ils me disent, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je viens de lever de l'argent avec Xavier Niel. Non, c'est pas ça, on aura du mal à te croire. Bon, c'est la vérité. Voilà, donc encore une fois, coup de bol absolu. Finalement, Oleg était tombé un peu par hasard dans l'histoire de Litchi. Et voilà qui ramène Xavier Niel et qu'en 15 textos, je finis par réussir à lever de l'argent. Donc un peu miraculeux. Donc les belles histoires arrivent, je vous le garantis. Après ça, il y a un fonds d'investissement qui s'appelle 360 Capital Partners qui a aussi rejoint ce tour-là, donc le tour vraiment d'amorçage de 450 000 €, de façon un peu plus traditionnelle, je vous rassure. Et ça a été le début comme ça de l'amorçage de Litchi, puisque donc j'ai lancé en novembre 2009. Et on a signé les papiers avec les actionnaires dont je viens de parler en février 2010, le temps de tout finaliser et puis de laisser passer les vacances. Et d'ailleurs, j'ai le souvenir que pendant les vacances, j'étais à Toulouse chez mes parents et donc mon père m'entendait téléphoner et discuter avec notamment 360 Capital Partners et il me disait « Vends, vends, vends !» quand il entendait les prix parce que ça lui paraissait tellement surréaliste. Je disais « Mais non papa, je crois que là, c'est pas encore prêt pour vendre ». Voilà, l'histoire a donc démarré comme ça. Quand on a lancé le site, c'était le 19 novembre 2009. Je pense que j'ai dû pleurer pendant 1 heure. Je dis on parce qu'à ce moment-là, il y avait un développeur et une amie d'enfance qui travaillaient avec moi, qui s'apprêtaient à s'occuper de tout ce qui est relations presse, community management. Bien sûr, le 19 novembre 2009, il n'y a pas une seule personne qui est venue voir le site, parce que personne n'était au courant de ce que c'était que Litchi. Mais on était quand même assez contents d'avoir accouché de ce projet-là. La pérégrination et le démarrage a été longue mais fructueuse. Donc j'ai commencé en fait les 2 premières cagnottes sur Litchi ont été pour les 25 ans de 2 de mes amis d'enfance qui fêtaient leur anniversaire 15 jours plus tard. Donc c'était tombé mais comme du pain béni. Et donc j'avais invité tous leurs potes respectifs. En plus on me faisait une grosse soirée, c'était parfait, à participer à leur cagnotte. Et donc ça avait super bien marché, tout le monde avait participé, on avait acheté des super cadeaux et à la fête, il y avait plein de gens qui étaient venus me voir en me disant « Ah, c'est une super bonne idée, je vais le réutiliser, c'est vachement bien. Ah tiens, mais moi je pourrais l'utiliser pour mon association sportive, pour collecter les cotisations. » Enfin, plein d'idées d'utilisation du service auxquelles j'avais moi-même jamais pensé. Et donc, en fait, bon, c'est une chance aussi et la force de ce service-là, c'est qu'il y a une viralité extraordinaire. J'invite quelqu'un à participer, enfin, je crée une cagnotte, j'invite en moyenne 15 personnes à participer. Donc, c'est 15 personnes qui découvrent le service et vont eux-mêmes le réutiliser, recréer une cagnotte et réinviter 15 personnes différentes. Et donc, ça fait comme ça tache d'huile et ça s'est développé comme ça pendant 5 ans. On a beaucoup travaillé sur les relations presse avec mon amie Stéphanie parce que c'était hyper important d'apporter de la crédibilité au projet. Parce qu'en fait, qui garantissait finalement que l'argent qu'on allait déposer sur cette cagnotte, qui était finalement une sorte de mini compte bancaire, ça allait bien se passer, ça allait être sécurisé, ça allait pas disparaître, etc., etc. Et donc, il y a un relais extraordinaire avec la presse, c'est que les journalistes, alors j'espère que personne n'est journaliste dans la salle, sont très enclins à parler des startups et surtout, j'en reviens au démarrage où je disais j'ai démarré en contexte de crise et en fait, ça m'a beaucoup aidé parce que le premier angle d'attaque qu'on avait pris, c'est Litchi, le bon plan anti-crise, plus besoin d'avancer l'argent, chacun met sa quote-part et puis comme ça, plus besoin d'avancer le cadeau commun ou le week-end, etc. Et donc, dans le communiqué de presse, on avait mis Litchi, c'est sécurisé, c'est gratuit et facile à utiliser.
Et dans tous les articles qui ont été publiés, il était écrit « Litchi, c'est sécurisé, gratuit et facile à utiliser ». Et je pense qu'en 5 ans, il y a un seul journaliste qui m'a demandé pourquoi c'était sécurisé. Donc finalement, ça avait été une façon extraordinaire de transmettre le message qui était très important, de crédibiliser la marque et crédibiliser le service auprès de nos clients ou futurs clients. Voilà, 5 ans ont passé. En 2012, on a déposé un dossier d'établissement bancaire, puisqu'au démarrage, on travaillait avec des partenaires bancaires et on a décidé d'être un peu plus autonome et donc de maîtriser plus de valeur et une plus grande chaîne dans notre métier. Donc, nous avons eu cette licence d'établissement bancaire le 31 décembre 2012. Ça a été le fruit de 2 ans de travail avec Romain, qui était un ami d'enfance qui m'a rejoint après 1 an et qui est aussi associé à la boîte. Il faut savoir que c'est d'une difficulté sans nom parce qu'il y a très peu de licences et en fait les autorités, donc les régulateurs, ont plutôt tendance à ne pas donner de licence parce que à chaque fois qu'ils en donnent une, ils prennent des risques que l'activité ne se porte pas bien ou fasse des erreurs ou facilite par exemple le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme ou la fraude, etc. Donc ça a été vraiment un combat sans nom. Je me souviens de nos rendez-vous avec les autorités de façon assez, vraiment assez marquée dans ma mémoire. Donc avec Romain, à l'époque, on devait avoir tous les deux 28 et 29 ans. Donc on se transformait en banquier. Alors on se mettait des lunettes horribles, des costards et moi un tailleur, alors que je n'ai jamais mis de tailleur de ma vie. On se tirait les cheveux. Moi je faisais un vieux chignon bien chiant. Et donc on essayait de se transformer dans le banquier qu'on n'était pas. Et c'est vrai qu'au début, on a eu du mal à trouver une crédibilité parce que on n'était pas le banquier de base, ou la personne de base qui crée une banque. Et quand on nous a posé la question de « mais vous avez déjà travaillé dans la banque ?» on répondait « non », parce qu'en fait c'est vrai, et on ne connaissait rien au secteur bancaire. Et moi, je n'osais pas répondre, mais j'ai même jamais travaillé ailleurs, en fait. Donc, mes expériences sont assez limitées, mais j'ai envie d'y arriver. Et puis, voilà, 2 ans et demi de boulot acharné. On y a passé des nuits entières sur ce putain de dossier. Malheureusement, il n'y a pas d'autre nom. Avec aussi notre directrice technique, parce qu'il y avait beaucoup de dimensions techniques, notamment sur la sécurisation des données, des flux, l'hébergement, comment je garantis que je ne vais pas me faire piquer le numéro de carte bleue, mon numéro de carte bleue au moment où je le saisis dans Litchi, qu'est-ce qui se passe si jamais Litchi ferme, enfin tout ce genre de questions-là, donc qui sont très importantes pour le dossier d'établissement de monnaie électronique. Voilà. Et puis le miracle est arrivé le 31 décembre 2012, donc c'était presque un cadeau de Noël. Je vous garantis qu'on l'a bien fêté. Et ça, c'est un truc qui est très important et que je ne sais plus qui c'est qui m'avait dit ça. Je crois que c'est Guillaume Berthollet qui s'occupait de l'incubateur d'HEC. Il m'avait dit « faites toutes les petites victoires ». Et je crois que c'est quelque chose qu'on a gardé. Ça m'arrange bien parce que j'aime bien faire la fête. Mais c'est important parce que c'est vrai que quand on construit une équipe, quand on construit un projet, des petites victoires, il y en a toute la journée. Des failures, enfin des erreurs, il y en a aussi toute la journée. Donc du coup, il faut se souvenir que des moments où on a réussi quelque chose et il faut le fêter et il faut communiquer ça aux gens qui vous entourent. Je crois que c'est très important dans la structuration d'une équipe de transmettre. Moi, tous les gens qui bossent avec moi sont pour la plupart très intéressés par l'aventure entrepreneuriale et donc c'est des façons aussi pour eux d'y prendre part et de sentir qu'ils font partie de ce projet-là et que c'est leur projet. Dans les différents projets qu'on a lancés, il y a eu plus récemment donc, MangoPay qui a été lancé en mai 2013, donc il y a un petit peu moins de 2 ans. L'idée en fait est venue parce que avec Litchi, on était tout le temps sollicité par des boîtes de crowdfunding, des marketplaces, de consommation collaborative pour comprendre comment on avait eu notre licence d'établissement bancaire, comment fonctionnait notre techno, comment fonctionnaient nos métiers, comment on rajoute un moyen de paiement, comment on travaille avec des moyens de paiement locaux, par exemple en Allemagne, en Hollande. Et donc moi, naïvement et bêtement, je m'asseyais à une table et je passais 2 heures à expliquer à chaque fois la plateforme. Alors, il faut que tu travailles avec tel avocat, il faut que tu travailles avec tel hébergeur. Bon, recruter des devs, c'est super galère. Enfin voilà, j'essayais de transmettre tout ce que j'avais pu apprendre
apprendre de ce métier d'émetteur de mots électroniques et tout le savoir-faire quotidien. Et probablement qu'au 10e, donc il m'a fallu quand même vachement de temps, donc vous voyez qu'on n'est pas très très malin, je me suis dit mais quand même, il y a peut-être un truc à faire et peut-être qu'au lieu de systématiquement réexpliquer et passer du temps à transmettre comment on y est arrivé, on pourrait finalement ouvrir notre technologie et donner la possibilité à des tiers de l'utiliser parce que finalement Litchi, la cagnotte, c'est la couche marketing sur toute une structuration et un savoir-faire de paiement en dessous. Donc, je suis arrivée au bureau avec cette idée. Ils m'ont regardé avec des yeux comme ça. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah oui, avec une API ». Alors là, j'ai découvert ce que c'était qu'une API. Donc, je me suis dit « Ah ouais, vachement bien, ça fait super techno. En plus, l'API, ça fait sérieux ». Et donc, on a commencé à travailler sur le projet et on avait appelé ça forcément Litchi API. Wallet parce que porte-monnaie en anglais et Services parce qu'en fait, ça devenait un service. Alors le nom le plus pourri que la planète ait jamais fait quand même, hein, Litchi API Wallet Services, là vraiment je pense qu'on était au sommet du nom pourri. Mais bon, on a travaillé sur la techno en se disant bah tiens, comment on fait, comment ça se passe finalement d'avoir sa propre techno puis finalement de la distribuer à des tiers parce que c'est pas du tout les mêmes enjeux, comment on gère la croissance, comment on gère une boîte qui est connectée à notre API et puis qui fait trop d'appels et qui va foutre le bordel, comment on la dégage, comment on améliore les features, enfin tout ce projet-là. Et donc, comme on s'était rendu compte que le nom était aussi un peu nul, je dois l'avouer, et on avait travaillé avec 10 boîtes à qui on avait ouvert la technologie en premier pour le tester, donc notamment Ulule, pour apprendre de leurs utilisations de notre API. Et on a lancé en mai 2013 MangoPay, puisqu'on s'était dit, bon, quitte à être dans les fruits, autant y rester, et puis Pay, ça paraissait assez logique avec une API de paiement, donc MangoPay, on ne peut plus basique. Ça a été un flux absolu de demandes d'utilisation de la techno. Je pense honnêtement qu'on n'était pas prêt à recevoir autant de demandes. Et en tout cas, on ne s'y attendait pas. Et des demandes pas uniquement de la France, mais de l'Europe entière. Donc notre licence d'établissement électronique, elle nous oblige à contracter avec uniquement des entreprises européennes, mais on avait des demandes de partout, de la Lituanie, d'Italie, d'Espagne, de Hollande, des pays du Danemark, de la Suède, de l'Angleterre. Et donc on a été très surpris de se dire, ah mon Dieu, mais il y a autant de boîtes comme ça qui attendent un service comme le nôtre. Et donc, on a travaillé à aider à toutes ces boîtes à intégrer la technologie, à l'utiliser, ce qui est un vrai métier et un vrai savoir-faire. Et puis ensuite, on s'est dit, tiens, on n'est qu'en euros et on avait beaucoup de demandes du marché anglais. Donc, on va ajouter plusieurs devises sur MangoPay. Donc, on a ouvert en février de l'année dernière, donc il y a un an, 10 devises différentes, et notamment le pound, le zloty, le franc suisse, le dollar canadien, l'US dollar et toutes les couronnes nordiques, donc danoises, norvégiennes et suédoises. Et donc ça, encore une fois, ça a été finalement via la demande client qu'on a répondu et qu'on a comme ça développé l'activité de l'entreprise. Et ça, je pense qu'encore aujourd'hui, ça reste un des finalement leitmotifs de la boîte, c'est que notre obsession, c'est le client. Ça n'est pas le marketing, ça n'est pas la façon de vendre, c'est qu'est-ce que le client attend et comment je peux améliorer mon service. Et autant pour Litchi que pour MangoPay, on passe notre temps à être à l'écoute du client. C'est pas vraiment factuel ce que je dis, c'est pas pour dire parce que ça peut paraître bien de le faire ça, mais par exemple, moi je reçois, je lis toutes les demandes au support de nos clients du support MangoPay. Donc je vois tout. Alors c'est hyper chronophage parce que je sais pas, je reçois un nombre de mails insane dans la journée, mais je m'imprègne de toutes les demandes. Alors bon, maintenant j'ai un peu trié par top client et par client stratégique, je vous le cache pas, mais je regarde tout ce qu'ils demandent et tout ce qui ne répond pas encore à leurs besoins. Et en fait, par rapport à ça, c'est assez facile finalement de faire évoluer le service et de faire évoluer l'expérience utilisateur. C'est la même chose sur Litchi, on a 2 personnes au service client en interne qui sont intégrés à l'équipe produit et qui donc participent à l'évolution du produit et surtout s'il y a une feature ou un mail qui n'est pas compris ou mal utilisé, il est absolument tout le temps amélioré. Et puis en fait, généralement, assez naturellement, les gens vous transmettent
quels sont leurs besoins, comment ils voudraient évoluer le produit. Et c'est assez dingue de se dire que quelqu'un est prêt à passer 30 minutes à vous écrire un mail pour donner voilà, des feedbacks, des idées, etc. Donc systématiquement, ou moi ou le directeur produit, on répond en remerciant. Et ensuite, quand la feature en question est lancée, on recontacte le client en disant bah, « merci, vous voyez, ça est arrivé ». Donc c'est une façon assez facile finalement d'apprendre par l'expérience et de faire son marketing aussi, donc l'obsession sur le produit. Voilà un petit peu dans les grandes lignes pour l'expérience, en tout cas qui est la mienne. Aujourd'hui, donc, comme je le disais, on est 32, divisés sur 3 pays, en France, à Londres et au Luxembourg, donc 3 équipes sur ces 3 pays-là. Pour Litchi, on est présent dans à peu près 150 pays. On a bien sûr un focus qui est quand même très européen. France, Allemagne, Espagne, Angleterre, Italie. On a 3 millions de clients récurrents. Pour MangoPay, c'est plus de 400 entreprises dans 15 pays différents qui utilisent la techno. Ça, on en est quand même assez fiers parce que c'est incroyable de voir qu'il y a des projets entrepreneuriaux dans toute l'Europe et des projets absolument passionnants. Et en termes de volume, pour vous donner une idée, l'année dernière, c'était 100 millions d'euros collectés, et, enfin encaissés. Et cette année, on devrait à peu près doubler. Donc, c'est une expérience qui n'est qu'à son début. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite. Voilà un petit peu pour l'histoire qui est la mienne. Si je devais résumer, je pense que malheureusement, il y a peu de génie, il y a juste beaucoup de travail et de patience. Mais c'est aussi une aventure qui est assez extraordinaire parce que c'est la liberté d'apprendre tout le temps et de travailler avec des gens avec qui on est heureux de travailler. Voilà. Moi, c'est sur MangoPay, en fait. Ouais, je t'écoute. Qui sont vos concurrents aujourd'hui? Est-ce que vous vous positionnez par rapport face à des acteurs comme Stripe ou Braintree? Ouais. Alors, ils sont concurrents et pas concurrents, dans le sens où aujourd'hui, nous, on a vraiment positionné sur uniquement Marketplace, Conso Collab et crowdfunding, ce qui n'est pas du tout leur cas, puisque eux, ils sont plutôt positionnés sur du paiement direct, donc du PayPal en marque blanche. Donc en ça, on est quand même assez peu confronté sur des clients ou des potentiels clients, mais ça peut arriver. Et finalement, en règle générale, on a plutôt un bon argumentaire pour cette entreprise-là parce qu'on a vraiment une API qui est designée pour ça et pour gérer ces typologies de clients-là. Mais c'est des solutions qui sont... moi, je suis une grande fan de Stripe, de l'expérience. Utilisateurs, notamment la partie onboarding, la gestion du dashboard, donc c'est des choses dont on apprend aussi beaucoup. Après, il y a une question de pricing, c'est qu'ils sont quasiment 2 fois plus chers que nous en termes de pricing transactionnel, ce qui, de mon point de vue, est une erreur pour le marché européen, qui répond bien à la logique du marché US, mais pas le marché européen. Mais je pense que plus le marché s'accélérera et plus on sera en confrontation avec eux aussi. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de Venmo? Je pense que c'est très bien, mais que c'est complètement complémentaire avec Litchi, par exemple. Aujourd'hui, c'est une sorte de PayPal sur mobile, quoi, et avec la possibilité de rembourser un pote via une transaction. Il y a une boîte française qui s'appelle Pumpkin qui fait ça et qui fait ça très bien. Et c'est tout à fait complémentaire. Je pense que de plus en plus, l'argent sera digitalisé et on est peut-être à 1% du potentiel du marché aujourd'hui. Et nous, on répond vraiment avec Litchi, encore une fois, à un truc qui est très spécifique, qui est la cagnotte et tout ce qui va autour. Typiquement, je ne sais pas, là en ce moment, il y a une cagnotte qui est sur Litchi pour, vous savez, le crash d'hélicoptère qu'il y a eu en Argentine, les caméramans et l'équipe pour à cause du jeu télévisé. Il y a une cagnotte qui a été créée, il y a plus de 700 personnes qui ont participé, ça ne pourra jamais se faire via Venmo. Litchi est vraiment designé pour ça. Si je dois 10 € à un pote, bien évidemment, le plus facile, c'est pas d'utiliser Litchi. On a d'ailleurs lancé un truc qui s'appelle Litchi Cash, qui est la possibilité de rembourser par email quelqu'un, donc sur le même modèle que Square Cash. Je dois 10 € à mon frère, je lui envoie un mail, je mets cash@litchi.com en copie, je mets 10 € dans le titre du mail et l'argent est envoyé. Voilà. Une dernière question. Il y en a 2.
Est-ce que tu as des erreurs que tu as faites et dont tu as appris, parce que tu as parlé de tout ce qui s'était quand même bien passé? Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui s'est mal passé En fait, alors quand on me pose cette question-là, j'ai malheureusement pas vraiment de réponse. Je pense que j'en fais 50 par jour. Je pense que j'ai la mémoire courte et que ça m'arrange bien. Et non, c'est pas vrai parce que en fait, je pense qu'une erreur, elle est pas grave tant qu'on l'a fait qu'une fois. Si on l'a fait 2 fois, c'est qu'on est vraiment con. Si on l'a fait une fois, en fait, malheureusement, quand on entreprend, on fait des erreurs tout le temps. On fait des erreurs de management parce qu'on n'est pas un manager né, on fait des erreurs de choix techno parce qu'on n'est pas forcément un développeur né, on fait des erreurs de prestataire, on fait des erreurs stratégiques, on en fait tout le temps. Donc il faut seulement être hyper réactif et apprendre et réessayer tout le temps. Mais des erreurs, je fais plus d'erreurs que de bonnes choses. Mais c'est aussi, pour moi, c'est tout à fait normal dans le chemin d'un entrepreneur, dans la construction d'un produit. Et je crois qu'il faut juste être réactif. Par exemple, dans la construction d'un produit, il faut surtout, pour moi, aller très vite parce que ça oblige à aller à l'essentiel quand on démarre un projet. Et parce que de toute manière, le produit que vous allez imaginer ne sera pas le produit définitif. Et il n'y a pas d'ailleurs de produit définitif. Un produit, il est tout le temps en train d'être évolué, amélioré. Si votre produit n'est pas moche quand il sort, c'est que c'est trop tard. Et c'est trop tard, pas uniquement à cause de la concurrence potentielle, mais c'est aussi trop tard parce que vous aurez consommé trop d'énergie là-dessus. Il vaut mieux consommer une énergie à tout le temps améliorer que de l'énergie à passer 2 ans à développer un service et à se dire « Ah merde, j'étais à 1 cm du bon truc, mais je l'ai foiré, donc du coup, maintenant, je n'ai pas la force d'y aller. » Moi, j'ai vu pas mal de projets avec des mecs brillants qui travaillaient pendant 2 ans sur un projet, le sortaient, et puis au bout d'1 mois, arrêtaient parce que les mecs n'en pouvaient plus, ils se rendaient compte qu'en fait, ils étaient un tout petit peu à côté. Donc moi, j'ai la prétention de dire qu'on n'est plutôt pas très intelligent, mais très à l'écoute et de réessayer tout le temps. Donc des erreurs, on en fait tout le temps. Il y avait le jeune homme derrière qui avait une question. Oui, oui vous. Vous leviez la main tout à l'heure. Oui. J'ai une question. Vous avez dit au départ que vous étiez avec un développeur. Ouais. Lorsqu'on a l'idée, mais qu'on n'a aucune compétence en informatique. Ben, on fait le wagon. Désolée. Hein. Si jamais on se dit, j'ai vraiment pas le temps de me mettre à apprendre à développer, il faut que je trouve quelqu'un qui va s'en occuper pour moi. Est-ce que c'est pas une mauvaise chose? C'est-à-dire qu'on confie la tâche à quelqu'un et on apprend avec lui. Mais l'important c'est de se dire il faut que la tâche soit lancée. Moi, je ne suis pas développeur, mais je pense que j'ai une bonne compréhension et connaissance technique qui ne me permet pas de développer, mais qui me permet d'accompagner les projets techno. Et je pense que quand on fait ce métier-là, on ne peut pas ne pas être ultra intéressé par le sujet technique qui n'est pas une fin en soi, mais qui est un moyen. Donc je pense que c'est tout à fait possible de créer une boîte sans être développeur. Par contre, à mon avis, il faut une appétence très forte pour le sujet technique, quel qu'il soit. Je n'ai pas d'exemple comme ça, mais par exemple, si, tiens, j'ai un bon exemple. On a passé un dimanche, il y a 3 semaines, au bureau avec toute l'équipe de dev pour se dire comment on peut travailler à l'amélioration des performances de notre moteur transactionnel. Donc moi, autant vous dire, je suis une bille, hein. Enfin, je ne comprends rien, je suis incapable d'ouvrir une fenêtre de code, je ne saurais que faire ni comment l'interpréter. Mais par contre, je suis capable de leur poser des questions pour les challenger, je suis capable de les accompagner et je suis présente. Et donc, c'est ça le rôle de l'entrepreneur. Ce n'est pas d'être un spécialiste, c'est d'être un généraliste qui va apporter et supporter son équipe. Donc oui, c'est possible d'entreprendre sans savoir coder soi-même, mais pour moi, c'est impossible si on n'a pas un intérêt pour la techno. Et en plus, aujourd'hui, il y a quand même plein de frameworks, plein de CMS qui permettent finalement de ne pas redévelopper from scratch un site de e-commerce, de ne pas redévelopper from scratch une marketplace ou un site de crowdfunding. Donc, il faut se servir des connaissances des autres. Hein. Voilà. Oui. Allez-y, vous aviez levé la main, non? Moi? Oui. Je vais revenir à MangoPay. Je vous disais tout à l'heure, donc un produit ça va évoluer tout le temps. Oui. C'est quoi la next step de MangoPay? On va avoir un dashboard? Alors on a un dashboard.
Ah oui, tout à fait. Justement, on travaille sur l'évolution du dashboard, permettre à nos clients d'avoir plus d'informations, plus de traçabilité, des métriques sur l'utilisation de leur plateforme, puisqu'en fait, avec le paiement, on est au cœur de l'utilisation, des métriques par moyen de paiement, par devise, comment améliorer ça. Donc là, je pense qu'il y a un très très gros sujet pour nous et qui est très challengeant et que personne n'a traité encore sur les plateformes à ce niveau-là. Donc ça, on est en train d'y consacrer beaucoup de temps. Il y a toujours en ligne rouge, on va dire, toute la partie vraiment performance, toute la partie LCLF, donc lutte contre la fraude. On passe notre temps à améliorer nos algorithmes. En fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est du big data, on a beaucoup d'informations, on peut les croiser et on est capable assez facilement d'identifier si une transaction elle est à risque, si elle n'est pas du tout à risque, donc quel type d'informations on doit donner à notre client, accepter la transaction, mettre un 3D Secure, la refuser, ce genre de choses-là. Donc on travaille sur du scoring utilisateur. Et c'est des sujets qui sont assez sensibles et qui malheureusement sont longs en termes de réflexion. Après, on rajoute tout le temps des nouveaux moyens de paiement, tout le temps des nouvelles devises. On essaye de simplifier aussi la partie onboarding, puisqu'aujourd'hui, on a une équipe commerciale qui est assez réduite. L'objectif est pas du tout de passer à une force de vente énorme, mais plutôt passer à une force de développeurs et de support importante, et donc d'accompagner le client dans son enrôlement, dans l'utilisation du service et dans l'information qu'il peut avoir. Oui. Il avait levé 2 fois la main. Le support du Bitcoin, c'est pour quand? C'est pas d'actu. Non, c'est pas d'actualité parce que tant que les autorités, les régulateurs seront contre, on aura plus d'enjeux à aller contre ça que d'aller pour ça. C'est pas notre bataille, le Bitcoin. Si il y a une circulaire de la Banque de France qui autorise, on le fera tout de suite. Mais sinon, malheureusement, c'est pas notre combat. Il faut choisir ses combats. Non, mais il n'y a pas de problème. On me la pose souvent. On va peut-être prendre quelques bières. Très bien, une bière. J'ai soif, il fait chaud ici. Avec plaisir.